On va débuter cet entretien par la situation internationale et la guerre entre Israël et l'Iran. Jean-Luc Mélenchon disait hier sur X, je vais citer son texte en entier, c'est important. La guerre Israël-Iran prend pour cible les populations civiles, hôpitaux, quartiers d'habitation denses. Ces horreurs sont en miroir. La violence ne produit que de la violence en retour. Les peuples paient cher de tels dirigeants. Netanyahou et Ramenei sont le malheur de leur peuple. Le cessez-le-feu et l'urgence. L'Assemblée générale de l'ONU peut l'imposer. Vous, au pouvoir, ce serait la position de la France, ni Netanyahou, ni Ramenei? Oui, bien sûr, et la paix le plus rapidement possible. Parce que, comme le dit le tweet de Jean-Luc Mélenchon, et comme tout le monde le sait, malheureusement, la guerre, ça ne produit que des dévastations, que des drames, que des malheurs. On parle déjà de plusieurs centaines de morts, iraniens, israéliens. Et je pense que la responsabilité, des deux côtés. Exactement. Et donc je pense que la responsabilité de la France, ça devrait être d'actionner tous les leviers que la France peut actionner pour créer les conditions d'un cessez-le-feu. Et ensuite, puisqu'il y a un débat, une discussion, un sujet à propos du nucléaire iranien, de reprendre les négociations qui avaient d'ailleurs été engagées depuis plusieurs mois pour obtenir un règlement de ce problème par la voie diplomatique. Alors, on parle de droit international quand on fait appel à l'ONU. Pour autant, ce droit international, on a l'impression qu'il n'est pas respecté par grand monde. Et quand le président de la République, Emmanuel Macron, dit qu'Israël, dans l'affaire iranienne, a le droit de se défendre, est-ce qu'il respecte le droit international Non, comme vous le défendez? Évidemment non, puisque le droit international ne prévoit pas la possibilité de guerre préventive. Or, en l'occurrence, quand Israël déclare la guerre contre l'Iran, c'est Israël qui est l'agresseur. Et donc, la position qu'aurait dû être la position de la France, comme celle de tous les pays attachés au respect du droit international, aurait dû être de dire à M. Netanyahou, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et malheureusement, si Netanyahou ne fait ça, c'est parce qu'il bénéficie depuis des mois et des mois d'une impunité totale. Je rappelle qu'il commet aujourd'hui un génocide à Gaza, je rappelle qu'il a attaqué le Liban, la Syrie, désormais l'Iran, sans qu'il y ait aucune réaction de la communauté internationale pour lui dire stop, ça suffit. Mais quand Benjamin Netanyahou dit, dans le cadre de l'Iran, que c'est une défense existentielle, il dit que ce n'est pas une guerre préventive, mais qu'il devait se défendre parce que l'Iran était en capacité à avoir la bombe nucléaire. Ces arguments-là, ils ne tiennent pas pour vous? D'abord, imaginez que dans d'autres conflits, on utilise la même logique. Imaginez que M. Poutine dise « Ah ben non, mais moi j'ai attaqué l'Ukraine parce que sinon j'allais être mis en danger ». Personne ne pourrait le croire. Quand Vladimir Poutine attaque l'Ukraine, c'est une violation du droit international et évidemment, il n'a pas le droit de le faire. Donc c'est un argument qu'on ne peut pas entendre. Et pour le reste, tout le monde sait aujourd'hui, y compris des rapports de l'AIA ou même des renseignements américains, que l'idée que l'Iran aurait eu dans quelques jours l'accès à la bombe nucléaire est une fable, c'est un prétexte. C'est un prétexte au même titre, en quelque sorte, que les armes de destruction chimique, vous savez, au moment de la guerre en Irak. Donc je pense qu'il faut sortir des éléments de langage du Premier ministre israélien. Il faut recréer les conditions d'un retour à la voie diplomatique pour traiter cette question du nucléaire. C'est vrai que l'Iran enrichit aujourd'hui son uranium de manière trop importante par rapport à normalement quelles sont les règles du traité de non-prolifération nucléaire. Donc il faut retrouver les conditions d'un accord sur le nucléaire iranien qui existait préalablement jusqu'à ce que Donald Trump en sorte de manière unilatérale dans son premier mandat. Donald Trump qui pourrait être celui qui négocierait le cessez-le-feu. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, loin d'un cercle vertueux. C'est pourquoi la France devrait faire entendre sa voix de manière beaucoup plus forte. Vous pensez qu'elle est inaudible? Écoutez, le président de la République commente l'actualité internationale, mais on a l'impression que ces déclarations, ce qu'il dit n'a aucune prise sur le cours des événements. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Luc Mélenchon, nous disons la France doit au moins saisir l'Organisation des Nations Unies, au moins exiger qu'il puisse y avoir une discussion et des décisions qui soient prises pour mettre fin à l'impunité de M. Netanyahou et pour obtenir ce cessez-le-feu le plus rapidement possible. Vous faisiez allusion à Gaza tout à l'heure. Cette semaine aurait dû avoir lieu une conférence avec le président de la République concernant la reconnaissance de l'État palestinien avec des conditions, mais la frappe israélienne au départ a reporté cette conférence. C'est une occasion ratée, un report. Vous en pensez quoi? D'abord, ça montre le cynisme de Benjamin Netanyahou, parce que précisément le timing de cette attaque. C'était l'un de ses objectifs, vous pensez? Clairement. Ouais. Visait à la fois à mettre fin à une forme d'isolement qui commençait à se construire de la position de Benjamin Netanyahou sur la scène internationale, et à la fois d'empêcher cette conférence de pouvoir se tenir. Maintenant, moi, j'ai une chose très simple à dire. Il n'y a pas besoin de conférence
pour reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine. Vous savez, vous avez 75% des États dans le monde qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. La France pourrait demain décider de le faire. Le président de la République peut demain décider de reconnaître l'État de Palestine. Il dit, on ne veut pas le faire tout seul, on ne veut pas être isolé. Mais c'est précisément en ne reconnaissant pas l'État de Palestine qu'on est aujourd'hui isolé. Sans condition ? Mais il faut le reconnaître de manière symbolique. Et ensuite, il faut créer les conditions, là aussi, d'un plan de paix, d'un retour au droit international. Libération des otages, désarmer le Hamas. Libération des otages, évidemment. Libération aussi de prisonniers politiques palestiniens. Et puis surtout, une solution politique pour que le droit international soit enfin respecté dans cette région. Et le droit international, c'est notamment les résolutions de 1967 qui prévoient des frontières avec deux États, un État israélien, un État palestinien. Alors revenons aux frontières, j'allais dire franco-françaises. À l'initiative de Laurent Wauquiez, une commission d'enquête parlementaire a été validée mercredi, alors qu'elle avait été refusée dans un premier temps. Je vais la citer précisément parce que vous allez sans doute réagir. Les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et les organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Ça avait été refusé au départ puisqu'il était fait mention à plusieurs reprises, cette fois je crois, à la France insoumise. Ça a été retiré et donc la commission d'enquête a été validée. Votre réaction à cette initiative de Laurent Wauquiez ? C'est une initiative ridicule, loufoque et dangereuse parce qu'elle vise à, en quelque sorte, faire perdre du temps à l'Assemblée nationale pour enquêter sur les fantasmes de M. Wauquiez. Je pense que l'Assemblée nationale a mieux à faire que d'enquêter sur les fantasmes de M. Wauquiez. C'est un règlement de compte politique ? Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça n'a pas porté beaucoup chance à M. Wauquiez. Vous savez, quand il a fait cette proposition, c'était avant le vote chez les Républicains. Il s'est fait balayer par M. Retailleau. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'entête dans cette voie qui manifestement lui a pas porté chance. Maintenant, si M. Wauquiez veut avoir une commission d'enquête sur les liens entre des formations politiques et des réseaux, y compris des réseaux terroristes, alors nous aurons un certain nombre d'auditions à proposer. Peut-être qu'on pourra proposer d'auditionner M. Sarkozy, dont les liens avec la Libye de Kadhafi, par exemple, sont avérés, y compris d'un point de vue judiciaire. Peut-être qu'on pourra auditionner des représentants du Rassemblement national. Ils se sont rendus il y a quelques jours aux Émirats arabes unis, par exemple, dans un pays dans lequel il y a la charia. Donc vous voyez, je conseille à M. Wauquiez de renoncer à ça parce que je crains que l'offensive qu'il veut mener contre la France insoumise se retourne contre lui. Si Jean-Luc Mélenchon est convoqué, il s'y rendra ? Alors d'abord, je ne crois pas, je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon serait convoqué. À un moment, il faut être un peu raisonnable, un peu sérieux. Donc, je sais pas, on verra quelles sont les convocations qui sont faites par cette commission d'enquête. Mais franchement, l'Assemblée nationale a mieux à faire que de faire ça. Mais M. Wauquiez est un spécialiste de gaspiller de l'argent public. Je vous rappelle qu'il faisait des repas à 100 000 € quand il était président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, manifestement, il pense que l'argent public, on peut le gaspiller comme ça pour des choses qui ne servent à rien. Alors, juste à la fin de cet entretien, vous partez pour Dunkerque pour soutenir les salariés d'ArcelorMittal. Je rappelle que le groupe parle de 600 suppressions d'emplois. C'est une action symbolique pour les soutenir ou est-ce qu'il y a encore des possibilités de sauver ces emplois ? D'abord, c'est un rassemblement, une journée de mobilisation qui est organisée par les salariés d'ArcelorMittal à Dunkerque en particulier. Et je pense au contraire que ce n'est pas symbolique du tout et que c'est important d'être à leur côté parce qu'on ne peut pas accepter d'abord 600 suppressions d'emplois puisque c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Et en plus de ces suppressions d'emplois, c'est une question qui devrait intéresser tout le monde. C'est la question de savoir si on veut conserver une capacité de produire de l'acier en France. Et l'acier, c'est indispensable aujourd'hui. Il y en a dans tous les secteurs de l'économie. Et je vois que le gouvernement, alors que depuis des mois et des mois, nous l'interpellons sur ce sujet, ne fait strictement rien. Et si nous étions au pouvoir et aux responsabilités, nous ferions une chose simple. Nous dirions à M. Mittal, si vous voulez partir, partez, mais les sites, les installations, les emplois, ils restent en France. Et donc, nous procéderions à la nationalisation d'ArcelorMittal parce que c'est un secteur qui est un secteur stratégique pour notre économie, pour notre souveraineté. On entend des gens nous parler depuis des mois et des mois, notamment depuis la crise du Covid, de la nécessité d'avoir une souveraineté, une maîtrise de l'outil industriel en France. Ça commence par des actes. Et là, le premier acte, c'est de sauver ArcelorMittal. Alors, on parle d'emploi, on va parler aussi retraite. Le conclave est légèrement reporté, en tout cas sa conclusion à lundi. Est-ce que la censure pour la France insoumise est déjà prête ? Après le conclave, c'est la censure ? Oui, bien sûr qu'elle est prête, puisque tout le monde a compris désormais, et nous l'avons compris depuis le premier jour, mais tout le monde a compris désormais que ce conclave n'aboutira pas, était un piège, n'aboutira pas, notamment sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, qui était quand même à l'origine de la mise en œuvre de cette discussion. Et c'est une revendication qui est très largement soutenue aujourd'hui dans le pays par le peuple français, revenir sur cette réforme qui n'a jamais été adoptée à l'Assemblée nationale, qui est passée en force contre l'avis de toutes les organisations syndicales. Et donc c'est clair que si lundi soir,
comme c'est quand même extrêmement probable, la décision qui sort du conclave, ce n'est pas l'abrogation de la réforme des retraites, alors nous déposerons une motion de censure. Avec un suspense, est-ce que vos amis socialistes vont cette fois-ci la voter ou pas? Bah écoutez, moi je souhaite que cette motion de censure, elle puisse être déposée avec tous ceux à gauche qui veulent la déposer avec nous, et puis votée par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Si les socialistes, après avoir refusé maintenant à 6 reprises de censurer le gouvernement de François Bayrou depuis le mois de janvier, décide enfin de revenir à la raison et de censurer ce gouvernement, j'en serai le premier heureux. Alors je disais vos amis socialistes pour plaisanter, puisque vous allez peut-être demain décider officiellement, lors d'une assemblée représentative de la France insoumise, de clarifier vos positions sur les municipales, d'y aller seul la plupart du temps pour tenter de gagner des villes, même là où le Parti socialiste est sortant. C'est vraiment ça qui va être décidé? Vous y allez en autonomie complète? Non, mais nos positions, elles sont déjà très claires, il n'y a pas besoin de les clarifier. C'est-à-dire que partout dans les villes, nous construisons d'abord un programme, parce qu'une élection, ça sert quand même d'abord à répondre aux problèmes que les gens se posent dans leur commune. Et ensuite, nous regardons qui sont les partenaires qui sont susceptibles de porter ce programme avec nous. Et dans une très grande partie des communes, vous avez raison, le programme que nous défendons, il n'est pas forcément compatible avec les gestions des municipalités sortantes qui parfois peuvent être socialistes. Mais elles ne sont pas que socialistes. Nous aurons aussi des listes dans les villes détenues aujourd'hui, par exemple, par la droite. Vous savez, aujourd'hui, on a dans plus de 60% des communes de plus de 10 000 habitants d'ores et déjà organisé des assemblées, des insoumis à l'échelle de la commune pour construire ce programme et construire ces listes. Ensuite, ces listes, nous les travaillerons avec celles et ceux qui veulent les travailler avec nous. Merci Manuel Bompard d'être venu sur le canal 16, je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore au courant.